Chapitre 9. Le client est roi. Frédéric vole maintenant de ses propres ailes. Bien formé et bien encadré pendant ses premiers mois, il doit aujourd'hui affronter pour la première fois la colère d'un client, Monsieur Legendre, responsable des achats d'une PME de demi-gros. Frédéric Ancel, direction régionale des ventes, à votre service. Allô, ici Legendre, service achat des distributeurs réunis. Vous devinez l'objet de mon appel. J'essaye en vain de vous joindre personnellement depuis hier. Je sais, j'étais en déplacement et j'ai trouvé vos messages à mon retour. Et je suis déjà au courant de votre problème. Ça me fait une belle jambe. Vous admettrez que nous avons des raisons de nous plaindre. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Je tiens à vous rappeler une fois de plus notre commande de fin octobre. Vous comprendrez mon étonnement et mon mécontentement de n'avoir encore rien vu venir, à part un bref accusé de réception par fax m'indiquant que vous faisiez de votre mieux pour accélérer les choses. Je vous comprends, et je suis absolument désolé, mais... En prenant vous-même ma commande, vous vous étiez engagé à livrer la marchandise dans les plus brefs délais. Absolument. Mais vous connaissez les difficultés auxquelles nous avons dû faire face pendant la longue grève des transports ferroviaires. Ne me racontez pas d'histoire, vous avez toute une flotte de camions pour votre distribution. Vous n'êtes donc pas trop tributaire de la SNCF ? Sauf pour certains produits qui arrivent par conteneurs dans nos usines. Plusieurs chargements sont restés bloqués sur les voies, ce qui a provoqué d'importants ralentissements dans la fabrication et par conséquent dans nos livraisons. Ce ne sont pas vos justifications, si valables soient-elles, qui vont m'être d'un grand secours. Ayant prévu une livraison ponctuelle, je n'avais pris aucune disposition pour garantir l'approvisionnement de notre stock qui est à l'heure actuelle presque entièrement épuisé. Nos clients n'arrêtent pas de nous téléphoner en nous harcelant de questions. Il y en a même qui nous menacent de changer de fournisseur. Je vous les juge des graves conséquences que peut entraîner votre retard sur la bonne marche de nos affaires. Je vous promets de trouver une solution rapide à vos problèmes. Encore du blabla. Jusqu'à maintenant, je n'avais eu qu'à me féliciter de l'efficacité de vos services. Ce n'est malheureusement plus le cas. Je vais immédiatement voir mon directeur afin d'obtenir la priorité absolue pour votre livraison. Faites-lui bien comprendre que si vous ne pouviez pas honorer notre commande avant la fin de la semaine, je serais dans l'obligation de m'adresser ailleurs, ce qui représenterait pour vous une perte de chiffre d'affaires non négligeable. Cher monsieur, je suis consciente de la position délicate dans laquelle nous vous avons mis. Vous pouvez compter sur moi. Je vous rappelle dans les 2 heures pour vous informer des dispositions que nous prenons pour résoudre vos problèmes. À tout de suite. Exercice. Quelles sont les fonctions de Monsieur Legendre ? Il est responsable des achats d'une PME de demi-gros, les distributeurs réunis. Pourquoi est-il furieux ? Il est furieux parce que ça fait 24 heures qu'il essaie de joindre Frédéric au téléphone. Frédéric a-t-il une excuse ? Oui, il était en déplacement et n'a trouvé le message de Monsieur Legendre qu'à son retour. De quoi se plaint Monsieur Legendre ? Il se plaint de ne pas avoir eu livraison d'une commande faite à la fin du mois d'octobre. Frédéric était-il au courant de ce retard ? Bien sûr, puisqu'il avait envoyé un accusé de réception par fax indiquant qu'il faisait de son mieux pour accélérer les choses. Quel motif invoque-t-il pour justifier ce retard ? Il invoque les difficultés auxquelles son entreprise a dû faire face pendant la longue grève des transports ferroviaires. Pourquoi Monsieur Legendre répond-il à Frédéric qui lui raconte des histoires ? Parce qu'il sait que la Société Génale a ses propres camions et que, par conséquent, elle n'est pas trop tributaire de la SNCF. Est-ce entièrement vrai ? Non. Certains produits qui arrivent par conteneur à l'usine sont restés bloqués sur les voies de chemin de fer. Les justifications de Frédéric sont-elles d'un grand secours pour Monsieur Legendre ? Nullement. Son propre stock de marchandises est presque entièrement épuisé.
et il a lui-même des difficultés à honorer les commandes de ses clients. Comment Frédéric se tire-t-il de cette situation délicate? Il promet de téléphoner tout de suite à son directeur afin d'obtenir la priorité absolue pour la livraison de Monsieur Legendre. Chapitre 10. La banque, partenaire privilégié. Le bureau de Georges. La décoration est sobre mais élégante, sans ostentation, comme il convient à une grande banque. Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, il a entrepris de rencontrer ses principaux clients. Il commence naturellement par le plus important, Génal. Il reçoit aujourd'hui son directeur financier, M. Bouchou. Cher monsieur, je suis ravi de faire votre connaissance. Nous serons sans aucun doute appelés à nous voir souvent. Je vous suis particulièrement reconnaissant d'avoir accepté mon invitation à une période de l'année très chargée pour vous. En effet, nous venons de terminer notre audit et il y a une certaine agitation dans nos bureaux. Mais c'est un très grand plaisir pour moi de vous rencontrer. Je le souhaitais vivement depuis que votre siège nous avait annoncé votre nomination. Au-delà de la visite de courtoisie, j'aimerais aborder un premier dossier avec vous. Je suis à votre entière disposition. Notre banque est honorée de se considérer comme le partenaire privilégié de Génal. Nous envisageons sérieusement de renforcer nos capacités de production dans l'Hexagone. Le projet n'a pas encore été définitivement approuvé par le conseil d'administration qui m'a demandé de lui soumettre un rapport sur les implications financières pour notre société. Vous comprendrez que certains aspects du projet sont d'ordre strictement confidentiel. L'espionnage industriel est une réalité même dans notre secteur. Il y a déjà eu des indiscrétions dans la presse financière, vous le savez. Oui, et nous le déplorons. Nous ignorons encore l'origine de la fuite. On a parlé de la construction d'une usine ultramoderne dans le Midi. C'est prématuré. Le choix définitif de l'emplacement n'est pas encore fait. Nous hésitons encore, pour diverses raisons, entre la région Rhône-Alpes et la Bourgogne. Est-ce le moment? Nos services de prévision économique ne sont guère optimistes. Nous n'avons pas négligé les facteurs défavorables, mais nous comptons stimuler la demande intérieure par le lancement de nouveaux produits actuellement à l'étude dans nos laboratoires. Et puis il y a l'exportation qui marche fort. À combien estimez-vous le coût total de l'investissement? À 150 millions de francs. Quelle proportion sera couverte par l'autofinancement? Environ 30%. Votre statut légal vous interdit l'augmentation de capital classique par émission d'actions. Mais il existe bien d'autres moyens. Pour le court terme, nous utiliserons les instruments habituels, billets de trésorerie et certificats de dépôt négociables. Pour le reste, votre aide et vos conseils et l'extension de notre ligne de crédit nous seront indispensables. Pour le moyen ou le long terme, je verrais bien un emprunt obligataire garanti par votre société mère. Nous vous aiderions à le placer auprès des investisseurs institutionnels. Notre investissement va contribuer à la création d'emplois. C'est pourquoi le choix définitif du site sera fonction des avantages respectifs proposés par les autorités locales ou régionales. Votre projet colle parfaitement à la politique gouvernementale de décentralisation industrielle et administrative. Notre pays a longtemps souffert d'avoir une tête trop grosse pour un corps trop chétif. C'est bien vrai, hélas. Allô? Oui. Merci, nous partons tout de suite. C'est ma secrétaire qui me rappelle que nous avons une table réservée pour 13h30. Exercice. En quels termes est décrite la décoration du bureau de Georges? Elle est sobre mais élégante, comme il convient à une grande banque. Pourquoi est-ce une période chargée pour le directeur financier de Génal? L'audit vient de se terminer et il règne une certaine agitation dans les bureaux. Quel est le premier dossier que désire aborder M. Bouchou avec Georges? C'est celui du renforcement des capacités de production de Génal en France.
Est-ce que ce projet a déjà été approuvé par le conseil d'administration? Non, pas encore. Le conseil a demandé à M. Bouchou de lui soumettre un rapport sur les implications financières de ce projet pour la société. Pourquoi M. Bouchou souligne-t-il que certains aspects du projet sont d'ordre strictement confidentiel? Il est persuadé que l'espionnage industriel est une réalité, même dans le secteur agroalimentaire. Pourtant, le projet de Génal semble déjà connu. Pour quelle raison? Il y a eu des indiscrétions dans la presse financière. En quoi consiste le projet? La presse a parlé de la construction d'une usine ultramoderne dans le Midi. M. Bouchou confirme-t-il cette nouvelle à son interlocuteur? Non. Il indique que c'est prématuré. Le choix définitif n'est pas encore fait. Quelles sont les options envisagées? Pour diverses raisons, la société hésite entre la région Rhône-Alpes et la Bourgogne. Le statut juridique de Génal France présente-t-il un obstacle au financement du projet? Oui. Génal France, filiale à 100% de Génal Holding, n'est pas autorisée à faire directement appel à l'épargne publique.